Un stade en ébullition, un entraîneur qui ordonne à ses joueurs de quitter le terrain en pleine finale et à des centaines de kilomètres de là, des scènes de liesse populaire, pas pour célébrer son propre pays. Non, pour célébrer la défaite de son voisin. Ce soir, on décrypte comment un match de football, un seul match entre le Sénégal et le Maroc, a pu devenir le miroir des fractures béantes du Maghreb. C'est ça, une finale où chaque action, chaque décision arbitrale, chaque réaction a été vue à travers un prisme politique, jusqu'à l'implosion. Restons sur le terrain pour commencer, parce que cette image, elle est folle. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, il est hors de lui, il est persuadé que l'arbitre vient de voler son équipe. Et là, il fait ce geste impensable. Il dit à ses joueurs, rentrez au vestiaire. Abandonner la finale sportive pure et simple? Non, c'est la première lecture. Évidente. Sur le plan du règlement, de toute façon, c'est indéfendable. On est d'accord, bien sûr. Mais si on regarde sur le plan stratégique, c'est presque un coup de génie. Ce n'est pas juste un moment de colère, comme il le dira plus tard pour s'excuser. C'est un acte politique, presque théâtral. Et surtout, c'est un acte qui me semble calculé. Calculé? Vous voulez dire qu'il a sciemment décidé de saboter une finale continentale? C'est une accusation grave. Je ne dis pas qu'il voulait la saboter. Je pense qu'il voulait en reprendre le contrôle. Son geste envoie un message qui dépasse le match. Il dit au monde entier, en substance, les règles du jeu que vous nous imposez sont faussées. Et puisqu'elles sont faussées, eh bien nous, on refuse de jouer. Il prend un risque énorme. Immense, une sanction historique, une disqualification pour des années. Mais en faisant ça, il déplace complètement la pression. Ce n'est plus le Sénégal qui subit une injustice. C'est l'arbitre et les organisateurs qui sont au bord d'un scandale planétaire. C'est la politique du chaos, en quelque sorte. Le fameux « plutôt tout faire sauter que de perdre injustement ». C'est une forme de dissuasion. Oui. Les sources qui étaient présentes au stade décrivent un arbitre qui, après cet incident, n'était plus du tout le même homme. Ah oui, il a terminé le match tétanisé, terrifié à l'idée de prendre la moindre décision qui pourrait rallumer l'incendie. Thiaw a transformé sa faiblesse, celle d'être la victime, en une force redoutable. Il a instillé la peur. Et dans un match de ce niveau, la peur, ça change absolument tout. Exactement. Il a cessé d'être un simple acteur du jeu pour devenir le metteur en scène du drame. Une manœuvre très risquée sur le terrain. Mais cette tension, ce drame, on l'a vu déborder bien au-delà de la pelouse. Je pense à ce qui s'est passé ensuite dans un lieu qu'on imagine plus civilisé. La conférence de presse. Oui, le chaos a été contagieux. Ce qui se passe en salle de presse est peut-être encore plus révélateur de la nature profonde de cet événement. On voit des journalistes marocains, donc du pays organisateur, se lever et scander « Iral, Iral », ce qui veut dire « dégage, dégage », et le crier à l'encontre de l'entraîneur sénégalais. Le vainqueur. L'invité est humilié publiquement par ses hôtes. C'est lunaire. Comment un pays qui se vante d'avoir mis sur pied la meilleure organisation de l'histoire, qui a investi des fortunes pour ça, peut laisser une telle scène se produire? Parce que je crois que la défaite n'était tout simplement plus une option. Pas sportivement, je veux dire, mais politiquement. Cette conférence de presse n'est que le symptôme d'une blessure narcissique nationale. Quand les journalistes locaux, qui sont censés être des observateurs, se transforment en une foule hostile, ça veut dire que l'enjeu a dépassé depuis longtemps le cadre du football. L'enjeu, c'était la validation d'une stratégie de puissance par le sport. C'est exactement ça. Et donc l'échec sportif est vécu comme une faillite de l'image que le pays veut projeter de lui-même. Du coup, ce n'est plus un entraîneur qu'on cherche à chasser. C'est le reflet de son propre échec qu'on ne supporte plus de voir en face. Précisément, il faut bien comprendre que cet événement, il s'inscrivait dans une stratégie beaucoup plus large, celle de l'affirmation du Magzen. Oui. Alors, précisons peut-être ce terme qui n'est pas forcément familier pour tout le monde. Le Magzen, c'est le terme qu'on utilise pour désigner le cœur du pouvoir au Maroc, l'appareil d'État très centralisé autour du roi, ses conseillers, les services de sécurité. C'est une structure de pouvoir qui va bien au-delà du gouvernement élu.
Et pour ce Maxen, le sport, et le football en particulier, est devenu un instrument majeur. Un instrument de diplomatie, d'influence, bref, un outil de soft power. Cette compétition, elle devait être une vitrine qui s'est brisée en direct, en 1000 morceaux. Le sélectionneur marocain lui-même aurait, d'après des témoins, qualifié la scène d'image honteuse pour l'Afrique. Cet incident, il révèle une fébrilité immense. Il montre que quand le narratif du succès, qui a été patiemment construit à coups de milliards, s'effondre sur un but, la réaction, ce n'est pas l'acceptation sportive, c'est une forme de déni. Un déni agressif. On n'attaque plus la performance de son équipe, on attaque la personne qui incarne la victoire de l'autre. Et pendant que le Maroc vit cette humiliation à domicile, son voisin et grand rival, l'Algérie, est en fête. Des scènes de liesse à Alger, des klaxons, des drapeaux, mais pour célébrer la victoire du Sénégal. C'est là que ça devient fascinant. N'est-ce pas là, au fond, une forme de jalousie, une joie mauvaise, un peu malsaine de voir son voisin échouer ? Ce serait la lecture la plus simple, mais je pense qu'elle est incomplète. Bien sûr, il y a une rivalité historique, elle est intense, mais ce qui s'est passé dans les rues d'Alger est plus complexe. C'est-à-dire, ce n'était pas une célébration pour le Sénégal. C'était une célébration contre ce que les Algériens ont perçu comme un système d'injustice. Ils ne fêtaient pas une équipe, ils fêtaient ce que beaucoup là-bas ont appelé la justice divine. La justice divine, c'est un terme très fort pour un match de foot. Oui, parce que pour eux, ce n'était plus un match de foot. Pour comprendre cette liesse, il faut la remettre dans le contexte de tout le tournoi. C'est l'aboutissement de semaines de frustration accumulées. Ah oui, du point de vue algérien, il y a eu la perception d'un arbitrage systématiquement partial, les difficultés rapportées par leurs supporters pour avoir des billets, le traitement qu'ils ont jugé vexatoire de leurs journalistes sur place. Chaque incident a nourri ce sentiment d'injustice. L'idée que le tournoi était en quelque sorte arrangé. Donc, de leur point de vue, ce n'est pas le Sénégal qui gagne, c'est le système qui perd. Précisément, la victoire sénégalaise dans ce contexte est vue comme une vengeance symbolique. C'est un exutoire politique immense. La défaite du Maroc devient la preuve que l'influence et l'argent ne peuvent pas tout acheter, que le système n'est pas infaillible. Exactement. Des sources journalistiques algériennes décrivaient des cafés pleins, non pas pour voir jouer l'Algérie, mais pour voir le Maroc perdre. Un commentateur local a même dit en direct « c'est la victoire du football contre l'arrogance ». Ça montre bien à quel point l'enjeu était devenu personnel et symbolique. C'est d'autant plus frappant quand on se souvient que lors de la Coupe du Monde 2022, une grande partie des Algériens soutenaient le parcours historique du Maroc. Qu'est-ce qui a pu changer en si peu de temps? Le contexte. Tout est dans le contexte. En 2022, le Maroc était le porte-drapeau du football africain et arabe sur la scène mondiale. Le soutenir, c'était un geste de fierté partagée, alors qu'ici, la compétition se déroule à domicile, chez le rival, dans un climat de tension diplomatique extrême entre les deux pays. Du coup, chaque décision, chaque événement est immédiatement surinterprété. La rue algérienne a eu le sentiment que son équipe, ses supporters, avaient été délibérément lésés par le pays organisateur. Et la victoire du Sénégal est donc perçue comme le rétablissement d'un équilibre. Une sorte de karma, ce qui nous ramène à la question de fond. Le Maroc a investi des sommes colossales. On parle d'infrastructures, de communication, de lobbying. L'objectif était clair, utiliser le sport comme une vitrine, comme un outil de soft power, notamment dans la perspective de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Au final, avec cette défaite sur le fil et ces scandales en cascade, l'investissement n'a-t-il pas produit l'effet diamétralement opposé? C'est un cas d'école de retour de flamme stratégique. Une phrase entendue là-bas et rapportée dans la presse résume tout. Tu dépenses des milliards pour récolter de l'orge. La formule est parlante. L'investissement n'était pas que financier. Il était politique. Il s'agissait de projeter l'image d'un Maroc moderne, puissant, capable d'organiser les plus grands événements du monde. Le soft power, c'est l'art de séduire, de convaincre sans contraindre. Et là,
l'image qui est renvoyée, ce n'est pas vraiment celle de la séduction, c'est son antithèse, c'est l'image d'un pays qui ne maîtrise pas ses nerfs, qui ne sait pas perdre, et où la presse locale en vient à humilier ses invités. Un geste de défi d'un entraîneur. Et un but. Et ça a suffi à faire s'effondrer tout le narratif patiemment construit. L'imprévisibilité du sport a fait voler en éclats des années de communication politique. On a donc vu la fragilité de cette stratégie. Exactement, l'épisode a exposé une vulnérabilité inattendue. Il a démontré que dans une région aux tensions géopolitiques aussi vives, le sport n'est jamais juste du sport. Jamais. Il devient inévitablement le prolongement des rivalités étatiques sur un autre terrain. Le Maroc voulait utiliser cette compétition pour projeter une image de maîtrise, de rayonnement, et il s'est retrouvé à alimenter malgré lui le narratif de son voisin et rival, celui d'un pouvoir arrogant qui a été puni par le sort. L'outil de soft power s'est brutalement retourné contre son utilisateur. La défaite du Maroc est donc perçue par son voisin non pas comme un simple échec sportif, mais comme la faillite morale et stratégique de tout un système. C'est bien plus qu'un match perdu. C'est une bataille de récits qui a été perdue. Et dans la guerre d'influence que se livrent les puissances régionales, ces batailles symboliques ont parfois plus de poids qu'un accord diplomatique. La question qui reste en suspens alors, c'est la suivante. Quand un simple match de football peut cristalliser à ce point des fractures géopolitiques aussi profondes, peut-on encore sérieusement croire à cette idée que le sport unit les peuples? Ou faut-il admettre, une bonne fois pour toutes, qu'il est devenu, et peut-être qu'il l'a toujours été, la simple continuation de la politique par d'autres moyens?